Mesdames et messieurs, bonsoir et merci à vous d'être avec nous ce soir pour le journal du soir de Label Radio et Télévision. Tout de suite, voici nos titres. Le Zimbabwe a officiellement un nouveau leader. Emerson Mnangagwa a prêté serment ce matin en qualité de président de la République. La cérémonie s'est déroulée au stade de football d'Harare. Et puis indice Mo Ibrahim. Chaque année, depuis 2007, l'indice Mo Ibrahim sur la gouvernance africaine est l'un des baromètres de l'état du continent parmi les plus scrutés. Et puis, la FIFA vient de rendre public le dernier classement des meilleures équipes participant au football mondial. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci encore à vous d'être avec nous ce soir. Nous allons démarrer notre journal avec le Zimbabwe qui a officiellement un nouveau président. Emerson Mnangagwa a prêté serment ce matin en qualité de président de la République et la cérémonie s'est déroulée au stade d'Harare devant des dizaines de milliers de Zimbabwéens. Le troisième chef de l'État zimbabwéen indépendant a promis de créer des emplois pour la jeunesse, de lutter contre la corruption et de protéger les investissements étrangers. Alex Blériot Moma. Le jour de gloire est arrivé pour Emerson Mnangagwa, même plus tôt qu'il ne l'espérait lui-même, et grâce à Grace Mugabe, sa rivale à la succession du père de la révolution zimbabwéenne, qui, en voulant l'en écarter, en a plutôt accéléré l'avènement par l'intervention de l'armée. C'est donc un Mnangagwa, 75 ans, plus cocodile que jamais, qui a pris solennellement les rênes du pouvoir suprême au Zimbabwe. Devant des dizaines de milliers de Zimbabwéens amassés sur les gradins du stade de football d'Harare, Mnangagwa a prêté serment, en présence bien évidemment du gratin de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, les hauts gradés de forces armées qui lui ont nettoyé un boulevard obstrué l'espace de 2 semaines. Des diplomates en poste à Harare ont également assisté aux cérémonies, en plus de quelques leaders de la région. Jacob Zuma, président d'Afrique du Sud et président en exercice de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, ami et soutien fidèle de Robert Mugabe, s'est fait représenter par son ministre des Postes et Télécommunications. Pas moins. De Robert Mugabe, initialement annoncé pour passer solennellement la main, pas de traces non plus, mais un hommage appuyé de son successeur. Le Zimbabwe dort donc cette nuit dans les nuages d'une ère nouvelle, mais une ère dont personne ne peut prédire de quelle couleur elle sera faite demain, sous la ZANU-PF version Mnangagwa. La crise au Zimbabwe est donc en train de connaître son dénouement. Pendant que celle du Cameroun, la crise anglophone s'invite bruyamment à l'Assemblée nationale. Les députés du parti principal d'opposition, le SDF, Social Democratic Front, de souche anglophone, ont bruyamment interrompu hier les travaux de la session budgétaire en cours pour exiger un débat sur la crise anglophone. Encore une fois, retrouvons Alex Blériot Moma. C'est une nouvelle étape de cette crise dite anglophone qui a été franchie hier au cœur de la représentation nationale camerounaise. Après les manifestations de rue, les incendies d'établissements scolaires, les assassinats de gendarmes et de militaires, c'est au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale que s'est transportée la confrontation sur la question anglophone qui mine le climat politique dans le pays depuis plus d'1 an. En soi, rien de plus normal car c'est le lieu idéal pour débattre de la vie nationale. Mais que cela survienne brusquement et brutalement, ton et gestes hauts, c'est ça l'inédit. En effet, le groupe parlementaire du Social Democratic Front, SDF, le principal parti d'opposition, comme un seul homme, s'est levé hier en pleine séance plénière, interrompant les débats, criant et scandant l'inscription de la question anglophone au débat de la session budgétaire en cours. Il a en plus notifié tout à fait officiellement le perchoir de sa détermination à empêcher la poursuite des délibérations tant que la revendication n'est pas satisfaite. À son corps défendant, le président de la Chambre, Djibril Kavaye-Yeguie, s'est vu obligé de suspendre la séance et la session. Grégoire Owona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti au pouvoir, agissant en qualité de vice-premier ministre chargé des relations avec le Parlement, a immédiatement entamé les négociations pour désamorcer une crise parlementaire dont la crise anglophone n'a certainement pas besoin si l'on veut stopper l'escalade
en attendant de ramener la sérénité. Nous sommes au Cameroun, restons-y pour parler de la crise des migrants africains transformés en bêtes de somme et en esclaves en Libye. Chaque pays se démène comme il peut pour rapatrier ses ressortissants et Carole Guissot, notre correspondante, nous fait entendre le témoignage rendu par une migrante rapatriée sur les antennes de la radio nationale camerounaise. Adieu la souffrance en Libye. Ce que je peux conseiller à mes sœurs, celles qui cherchent la route de l'Europe, qu'elles ne partent plus en Libye. Ce que les Arabes font subir aux femmes noires, vraiment, c'est Dieu seul qui connaît. Les Arabes abusent d'abord de nous. Ils bouffent nos argents. En plus, quand ils nous lancent dans l'eau, après ça, ils appellent la marine pour dire qu'ils nous ont lancés. Après, la marine nous attrape, nous ramène en prison. C'est comme ça qu'on nous torture. Les femmes accouchent, elles meurent. Il n'y a pas de soins médicaux, rien. On dort au sol. Comme l'esclavage, quoi. Parfois, les Arabes, les Libyens, quand peut-être une fille lui plaît, il vient, il prend une fille. Obligé, il couche avec elle, il la rapporte. Les femmes enceintes, on viole, d'autres accouchent, les enfants meurent. Il n'y a pas de soins. Si je vous montre mon corps, j'ai eu à bagarrer avec des Arabes. J'ai même eu à arracher les oreilles aux autres. Parce que d'autres voulaient abuser de ma fille. Je dormais en plein air, sous le froid. C'est là-bas que j'ai attrapé des infections pulmonaires ainsi que ma fille. Donc je dormais sous le froid. Et c'est comme ça qu'ils nous battaient, ils nous menaçaient. Quand on dit que l'homme arabe respecte la femme, peut-être ce sont ceux qui respectent. Mais nous, ils ne nous respectaient pas. Ils nous battaient nuit et jour. Et les hommes sont même encore plus en danger que nous parce qu'eux-mêmes, on les sodomise, on les viole devant leurs femmes. D'autres qui ne supportent pas ce suicide. Un véritable calvaire, le phénomène honteux de la transformation des migrants africains en esclaves vendus aux enchères en Libye. C'est un phénomène qui n'arrête pas de susciter des réactions. Carole Guissot a rencontré un opérateur économique sur place à Douala. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons quand même aussi affaire à un État qui n'est pas très structuré en ce moment et un État qui a passé un deal avec l'Union européenne pour essayer de bloquer les peuples qui migrent vers l'Europe. Donc maintenant, dans ce désordre, chacun avec tout ce qu'il y a comme clan terroriste, chacun y va de son commerce et de son trafic. Et ce sont nos enfants qui en payent le prix fort. En principe, ce sont les Africains qui devraient informer le monde entier, mais malheureusement, nous ne sommes pas, comme je dis, structurés pour cela. Nos pays n'ont pas les bons réflexes. Ce sont des phénomènes qui existent depuis un moment, mais effectivement, nous tardons à agir. C'est triste à dire, on aurait dû en fait réagir beaucoup plus tôt. Ça m'a fait très mal, mais la difficulté, c'est que je ne peux pas simplement jeter la pierre à nos frères de la diaspora, mais nous-mêmes ici, est-ce que la maman, le père de famille qui laisse partir son enfant dans une aventure sans issue est conscient? Parce que ce même père de famille est fier de dire « mon enfant est à l'étranger ». Nous avons tendance à valoriser l'étranger alors que tout est à faire dans nos pays. Nous avons tellement de potentialités et je me demande, parce que quand vous voyez des gens qui sont prêts à traverser le désert, des gens qui sont prêts à traverser la Méditerranée, mais qu'ils utilisent donc cette force, cette énergie à changer les conditions chez eux. À quoi cela servirait-il s'il faut que 6 mois après, les mêmes repartent? Voici une autre réaction, celle bien à propos du professeur de droit Guy Rossandangana, enseignant à la faculté de droit de Libreville, la faculté Omar Bongo de Libreville. Écoutons-le. Lorsque vous réalisez que la plupart des gens qui se retrouvent dans cette situation terrible ont souvent économisé 10 000, 30 000 euros pour payer un passeur, on se dit qu'il y a quand même un problème. 10 000 euros, ça fait 6 millions en francs CFA. Avec 6 millions, je pense qu'on gagnera à essayer de faire quelque chose chez soi, qu'aller les donner à un Libyen, à un mafieux corse ou italien qui va vous jeter dans la mer. Et je pense que tant que chacun d'entre nous continuera à fonctionner de cette façon-là, il n'y aura ni société et encore moins état de droit, quelles que soient les proclamations des uns et des autres. Voilà, le professeur Guy Rossatanga, enseignant à la faculté de droit de l'université Omar Bongo de Libreville, a bien raison.
Mais encore une fois, il faut que les présidents africains arrivent à faire rêver les jeunes Africains afin qu'ils restent sur place en Afrique. Maintenant, nous allons parler de l'indice général Mo Ibrahim. Il a été publié il n'y a pas longtemps et chaque année, donc, cet indice est publié. Il s'agit de l'un des baromètres de l'état du continent parmi les plus scrutés. Cet indice est calculé à partir d'une centaine d'indicateurs allant de l'accès à l'information, à la participation politique des femmes, en passant par la santé et la création des emplois. Globalement, depuis sa création, l'indice Mo Ibrahim est en hausse constante, comme le montre celui de 2017 qui vient d'être rendu public. La progression de l'Afrique continue de se faire avec cette année 40 pays qui se sont améliorés en présentant des trajectoires particulièrement positives. Les plus en vue sont la Côte d'Ivoire, la Namibie, le Maroc, le Kenya et l'Égypte. Cependant, les progrès tendent à se ralentir et le score de la catégorie sécurité et état de droit, l'une des 4 catégories majeures constituant l'indice, est en net recul, notamment en raison de la recrudescence du risque terroriste qui crée une vraie détérioration. Or, cette insécurité fait obstacle au progrès en matière de développement humain et de gouvernance. Dans 15 pays, l'état de droit marque le pas. La catégorie sécurité et état de droit est le seul des critères de l'indice qui accuse une baisse sur les 10 dernières années. La détérioration de l'état de droit sur le continent s'est cependant ralentie ces 5 dernières années. Si la chute a été très forte entre 2007 et 2012, la courbe semble désormais se stabiliser. Sont notamment concernés le Burundi, la Libye ou encore la République centrafricaine. Le Cameroun compte également parmi les pays qui accusent une baisse forte de l'indice dans ce domaine. Le Niger recule lui aussi sur la sécurité et la violence politique qui s'y développe le fait chuter dans le domaine des difficultés liées aux droits humains. Depuis la création de l'indice, la catégorie concernant les droits de l'homme a atteint son plus haut score avec 49,4 sur 100. Sur les 10 dernières années, 35 pays ont vu leur indice grimper dans cette catégorie. La Gambie, elle, figure au bas du tableau selon un indice qui a été calculé avant la chute de Yahya Jammeh et son départ du pays en janvier 2017. À l'inverse, le Zimbabwe, tout en affichant un indice moindre que la moyenne observée sur le continent, s'inscrit dans une évolution positive entre 2007 et 2016. L'indice Mo Ibrahim est notre dossier ce soir et il faut dire qu'en dehors de la catégorie sécurité et état de droit, l'indice Mo Ibrahim met en exergue bien d'autres critères qui permettent de mesurer les progrès au plan humain accomplis chaque année en matière de gouvernance par les pays africains. De façon générale, il existe un problème démographique car la plupart des pays n'arrivent pas à suivre la progression de la population, tendant à ne compter que sur la communauté internationale et sur les fondations dans les domaines de la santé. Autre problème récurrent, les politiques étatiques se concentrent souvent sur les zones urbaines en oubliant les régions rurales. Seul le Nigeria bénéficie des efforts de son ancien ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Akinwumi Adesina, aujourd'hui à la tête de la Banque africaine de développement. Par ailleurs, les pays qui bénéficient de la manne pétrolière ne sont pas parvenus à en faire profiter pleinement à leur population. Ils ne sont pas pour autant diversifiés, ce qui représente une occasion manquée. Plus étonnant cependant, l'île Maurice, pourtant numéro 1 du classement, inquiète les analystes. Si l'île reste en tête, le climat des affaires s'y détériore du fait des pratiques de corruption qui s'y multiplient. En tête du classement pour les progrès enregistrés, avec un score de 70,2, la Tunisie, post Ben Ali, a gagné 10 points entre 2010 et 2011. À l'inverse, la Libye et l'Égypte accusent d'importantes baisses. Parmi les pays où le critère de progrès connaît la détérioration la plus brutale, on trouve encore le Mali, avant-dernier, juste devant le Soudan du Sud. Au niveau du développement humain, il y a un ralentissement, notamment en matière de santé et surtout d'éducation. Quasiment aucun progrès n'a été enregistré depuis 5 ans. En cause, notamment, la dégradation des conditions sécuritaires, mais également une stagnation, voire un recul dans certains pays des investissements dans l'éducation. Entre 2012 et 2016, l'indice spécifique portant sur l'éducation sur le continent a augmenté de 0,2 petits points sur 100. En matière de développement durable, le Maroc s'illustre tant par son score, le pays est deuxième du classement derrière l'île Maurice, que par sa bonne progression. C'est le pays qui s'est le plus amélioré en 10 ans, gagnant en moyenne 1,21 points d'indice par an. Mais le royaume chérifien fait ici figure d'exception sur le continent où les progrès sont plutôt lents, voire inexistants.
Comme le Maroc, le Rwanda a beaucoup progressé au cours de la dernière décennie, mais a nettement ralenti le rythme cette année. Au total, malgré une tendance haussière depuis 2 ans, Jean-Pierre Essombe Mabingo a moins d'11 ans et se prépare à affronter la prochaine session du baccalauréat de l'enseignement secondaire. Retour donc au Cameroun où notre correspondante Carole Guissot a découvert un génie précoce. Il avait fait les choux gras de la presse camerounaise au mois de juin dernier, pendant les épreuves écrites de probatoire, session de juin 2017. Le monde découvrait alors le plus jeune candidat au probatoire, Jean-Pierre Essombe Mabingo, qui n'avait alors que 10 ans seulement. Nous avons retrouvé ses traces 6 mois après. Il fréquente une école américaine très onéreuse qui lui a offert une bourse d'études. Pythagore, comme on le surnomme pour ses prouesses en mathématiques, en a profité ce jour-là pour me faire voir de toutes les couleurs. Peut-être une question à laquelle je peux répondre. 2 plus 2. 4. 9 fois 9. C'est quoi? 96? C'est combien? 81. 81. Oui, on y va? 13 fois 13. Je sais pas. 169. 12 fois 12. Je sais pas, calcul mental, je suis 0, c'est combien? 144. Y prime égale à 2y plus 2. Ça peut se trouver en calcul mental. Ça fait combien? Ça fait la solution, c'est k exponentielle de 2x moins 1. Jean-Pierre, je suis perdu. Je ne sais pas. Est-ce que moi je peux te poser une question? Quel est l'homme qui est considéré comme le père de l'indépendance? L'ancien président de l'Union des populations du Cameroun, le PC. Oumniobé. Après son échec au probatoire, échec qu'il a contesté, Jean-Pierre prépare son baccalauréat dans cette école, juste derrière nous. Le parcours pour en arriver là était celui d'un combattant, nous confie son père. J'ai précipité son entrée à l'école maternelle à 2 ans et demi. Et à partir de là, avec des anecdotes qui se sont présentées en opposition avec ses enseignants, ça m'a réveillé un peu l'esprit. Et on s'est affronté dans une situation là où il parlait de l'au-delà des choses qui ne sont pas à son niveau. Alors j'ai commencé à mettre la barre plus haute. La logique scolaire dit que pour faire une classe, un niveau, c'est 9 mois, par exemple ici au Cameroun. Mais lui, il n'a pas besoin de 9 mois. Généralement, il fait 1 mois dans une classe, il fait 2 mois ou 1 semaine. Donc il est quitté de la CIL au coût moyen d'une année. C'est pour ça qu'il se retrouve à 5 ans et demi à faire le certificat d'études primaires. Jean-Pierre, alias Pythagore, a déjà sa voie tracée dans la tête et pas n'importe laquelle. Qu'est-ce que tu veux devenir demain, Jean-Pierre? Ingénieur robotique. Ingénieur? En robotique. Pourquoi? On fait un robot. Les robots qui vont remplacer l'homme? Oui. C'est ça ton rêve? Pourquoi tu veux remplacer l'homme? Travaille trop. L'homme travaille trop, hein? Oui. Ah d'accord. Après le certificat d'études primaires obtenu à l'âge de 5 ans, le brevet d'études de premier cycle à l'âge de 8 ans, Jean-Pierre Essombe Mabingo sera l'année prochaine le plus jeune candidat au baccalauréat au Cameroun à l'âge de 11 ans seulement, sauf miracle. Jean-Pierre n'a pas tort de dire qu'il souhaite que l'homme travaille beaucoup moins parce qu'effectivement, c'est très dur de gagner son pain. En tout cas, nous allons le suivre et voir comment, au mois de juin, son résultat va se présenter. En tout cas, nous souhaitons qu'il réussisse de façon brillante à cet examen, le baccalauréat de l'enseignement secondaire. À présent, nous allons faire une escale au Sénégal, à Dakar, pour visiter la fabrique artisanale de Sandaga qui compte jusqu'à 150 artisans opérant dans différents secteurs d'activité. Oumou Kalsoum Ba, notre correspondante à Dakar, a rencontré le président de ce groupement d'artisans. Nous, on fait ici comme habillement, ameublement, tout en artisanat. Et on vend à l'extérieur aussi. Mais nous travaillons en commun.
mais pas par salaire. Chacun a sa place et ses marchandises. Non, on cotise pour payer la location. Chaque fin de mois, on a un prix à payer pour aller payer au propriétaire de la maison. Nous sommes là depuis 2007. Oui, on fait des assistances aux autres. Quand tu es malade, mariage ou baptême, ainsi de suite, on cotise entre nous et on l'aide. Socialement, c'est comme ça. Oui, on fait un prix correct entre nous. Tu vends, tu nous donnes, puis on fait des affaires entre nous. Oui. Ça marche un peu, parfois. Ça marche un peu, parfois. Ça ne marche pas bien actuellement. Mais entre nous, ça marche, ça va. Nous sommes au nombre de 100, 150, parce que c'est à 3 niveaux. En tout cas, même si ça ne marche pas, il vaut mieux faire en sorte que ça marche plutôt que d'aller se transformer en esclave en Libye. Le rappeur Maître Gims, vous le connaissez certainement, en tout cas, les plus jeunes parmi vous le connaissent. Il est en terre gabonaise depuis 2 jours. Il a donné un premier concert à Port-Gentil et hier et ce soir, eh bien, il va donner un autre concert et cette fois-ci à Libreville. Ils étaient nombreux à scruter l'apparition de l'ancien leader de section d'assaut. Maître Gims, originaire de la République démocratique du Congo, s'est produit dans la capitale économique du Gabon, Port-Gentil, ce jeudi. Puis, il offrira un autre spectacle dans la capitale Libreville ce samedi. Celui qui a vendu plus de 5 millions d'albums depuis le début de sa carrière entend bien se donner à fond afin de satisfaire ses fans. On est là en solo pour un concert. On a répondu présent. Il y a une grande partie des fans qui sont là, qui réclamaient un concert depuis pas mal de temps, donc je suis là pour eux. Vraiment content d'être là. Et on prépare un gros show, on va tout donner. Ça fait pas mal de temps qu'on prépare ce show, qu'on attend cette date. Donc j'invite tout le monde à venir, vraiment tout le monde. Ça va être un moment historique. Je suis en pleine forme et vraiment j'ai envie de donner le meilleur de moi-même sur scène. Gandhi Djouna, de son vrai nom, n'en est pas à sa première visite en terre gabonaise. En effet, en 2013, il effectue son premier voyage au Gabon en compagnie du groupe de son ancien label Watibé et le succès a été au rendez-vous pour les interprètes de Je n'ai pas les Love ou encore Coup de pression. Afin de rendre cet événement plus festif, Vortex, comme il se fait appeler, sera accompagné d'artistes locaux tels que Lova Lova Anelka ou encore NG Bling. C'était un reportage de Rodney Ovono que nous retrouvons dans le sujet qui va suivre avec la Fédération internationale de football association, la FIFA, qui a publié le classement des meilleures nations mondiales et les pays africains, en particulier le Sénégal, sont bien positionnés. Nous disons qu'on nous fait dire que ce sujet n'est pas positionné. Ok, nous allons continuer avec du rugby à présent. La Confédération africaine de rugby et la World Rugby ont de nouveau sanctionné la Fédération camerounaise de rugby, nous dit Rodney Ovono. Dans ce classement que la FIFA a publié jeudi, les nations africaines sont plutôt bien classées. Le Sénégal, précédemment 32e nation mondiale, gagne 9 places et se classe désormais 23e pays. Le meilleur classement de son histoire. Les Lions profitent d'une belle qualification à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ce classement place également le Sénégal comme première sélection africaine avec 884 points. Les Lions de la Teranga sont suivis de la Tunisie avec 838 points. Les Poulains d'Aliou Cissé retrouvent ainsi cette place de leader après l'avoir perdu en février 2017 au profit de l'Égypte qui complète ce top 3 avec 764 points. Le top 10 africain est complété par la République démocratique du Congo, le Maroc, le Burkina Faso, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. En outre, l'Allemagne, champion du monde en titre et victorieuse de la Coupe des Confédérations, reste la première nation mondiale devant le Brésil et le champion d'Europe, le Portugal. L'Argentine et la Belgique complètent ce top 5 mondial. Voilà, le dernier classement FIFA a donc bien fini par arriver et vous avez donc pu constater que le Sénégal est très bien positionné. Maintenant, on va parler de rugby, comme je le disais tout à l'heure. La Fédération africaine de rugby et la World Rugby ont de nouveau sanctionné la Fédération camerounaise de rugby. Pourquoi? Eh bien, voici les explications de Rodney Ovono. La Fédération camerounaise de rugby, de nouveau épinglée. La World Rugby et la CAR, la Confédération africaine de rugby, ont pris des sanctions contre les Lions indomptables version rugby. L'instance internationale a frappé le 15 novembre dernier et la CAR 2 jours plus tard. Ces instances reprochent à la Fédération camerounaise
le fait de n'avoir pas organisé l'Assemblée générale qui devait lui permettre de sortir de la crise interne qui la mine. Dans une lettre notifiée du 17 mai, Rugby Afrique donnait à la Fédération camerounaise un délai de 3 mois pour organiser une Assemblée générale afin de mettre fin à ces différends, des problèmes qui impactent sur le développement et les activités du rugby local. Une recommandation que la Fédération n'a pas suivie, des délais ayant expiré. Toutefois, la Confédération africaine de rugby se dit disposée à accompagner la Fédération camerounaise si cette dernière donne des garanties d'un retour à une gestion apaisée et transparente. En outre, les deux instances que sont la Confédération africaine de rugby et la World Rugby consentent à réintégrer le Cameroun après un audit. Voilà qui est clair. Maintenant, nous allons terminer ce journal avec une pensée très importante de Nelson Mandela qui nous inspire ici dans ce bâtiment qui porte son nom. Dans la vie, il y a toujours le choix. Aimer ou détester, assumer ou s'enfuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. Voilà, mesdames et messieurs, notre journal s'achève. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Rendez-vous demain pour un autre journal sur Label Radio et Télévision. Au revoir.